Ah, tant mieux pour nous, tant mieux, profitez-en, parce que j'avais tremblé à un moment donné, je me suis dit, bon Dieu, il est 5h28, il n'est pas là, et pourtant, ce n'est pas de ses habitudes. Et puis, Brahim Ben Youssef aussi, qui va nous parler du second thème que nous allons donc développer dans un petit moment. Donc, nous avons tout l'aspect économique. Nous savons tous que nous sommes à l'ère des problèmes économiques, et nous sommes à l'ère aussi des problèmes d'intégration, des problèmes de migratoires, des problèmes de réfugiés, etc., etc. Donc, nous allons, dans un petit moment, commencer avec notre ami donc, Omar Aktouf, pour développer un peu cette histoire, toute cette cacophonie économique en Algérie, ce grand pays super riche, dont la population est super pauvre. Donc, nous allons voir pourquoi. Nous allons voir pourquoi. Dans 2 petites minutes, donc on va essayer d'entamer, s'il vous plaît, si vous permettez. Bonjour. Je sais pas si ça fonctionne, non? 1, 2, 1, 2, 1, 2. On l'utilisez, vous et moi, Omar. Oui, c'est multidirectionnel, oui. Ça va, on Ah m'entend oui, comme ça? oui. Oui. Kader, le son il est bon s'il vous plaît? Vous entendez là? C'est bon? Ok, excellent. Donc comme je disais, nous allons aborder le premier point. Je dirais donc la crise multiforme dans laquelle est plongée l'Algérie est l'occasion de nous rencontrer aujourd'hui. Il y a matière à nous questionner. L'avenir des générations montantes est en jeu. Indépendant, donc, je parle de ce pays, indépendant depuis 62, ce plus grand pays d'Afrique avec 2,5 millions de kilomètres carrés qui totalise 40 millions d'habitants, est aujourd'hui, donc aujourd'hui 40 millions d'habitants disposés de ressources et d'une richesse très importante. Les années passent, des gouvernements se succèdent, le monde se développe alors que l'Algérie demeure fortement dépendante de sa première et seule richesse, les hydrocarbures, et toute son économie est donc tributaire de la fluctuation du seul prix du baril du pétrole. Beaucoup de défaillances selon des experts, entre autres le secteur agricole presque totalement délaissé. Au plan de la formation, on enregistre des bataillons de jeunes au-delà du bac avant de s'apercevoir que leur formation était non seulement médiocre, mais aussi en inadéquation avec le marché du travail. La jeunesse s'exfiltre pour chercher une meilleure prise en charge à l'étranger. Le système bancaire et financier noyé dans sa lourdeur administrative et sa frilosité est constitué dans sa grande majorité de banques publiques dont la mission principale consiste à faire des dépôts et des retraits d'argent. Plusieurs fois, la sonnette d'alarme a été pourtant tirée pour aller vers la diversification des investissements, vers des énergies de substitution, vers l'implication des compétences dans ce qui conditionne donc l'avenir de ce pays. Pourtant, l'Algérie a connu pareille crise en 88. Pourtant, son pétrole se vendait à plus de 120 $ le baril pendant plusieurs années. La réalité, en tout cas, c'est que la quasi-totale de ces indicateurs économiques clignotent au rouge aujourd'hui. Ces dirigeants en sont conscients? Ont-ils des solutions à mettre à profit? Nous avons donc avec nous aujourd'hui M. Omar Aktouf, comme j'avais dit tout à l'heure, que le monde d'ici au Canada et d'ailleurs s'arrache, de par son expérience, son expertise en matière d'économie, professeur HEC, vous le connaissez tous, pour lui demander de nous clarifier quelque peu de toute cette cacophonie économique algérienne. Donc ma première question en direction de M. Aktouf. L'Algérie a connu un choc pétrolier en 86. À l'époque, le prix du baril du pétrole avait chuté au niveau de celui qui était le sien avant le premier choc de 73. Après quoi, le pays avait mis une bonne décennie à se remettre de cette crise qui avait accru son endettement et qui l'avait obligé à recourir au FMI, avec toutes les conséquences que cette situation avait causées, dont l'explosion de colère des jeunes et les dures émeutes d'octobre 88. Donc, votre lecture, Monsieur Aktouf. Merci infiniment. Écoutez, mon premier étonnement, la première remarque, c'est de voir que la conférence
commence strictement à l'heure. Je ne suis pas habitué à ça. D'habitude, on arrive, on attend. Désolé, il y avait un trafic inattendu, des accidents, tout ça, comme je viens de l'autre côté de la ville ou presque. Bon, donc, semblable à la crise de 86-88, non, pas tellement, parce que la crise de 86-88, c'était une crise, disons, monodimensionnelle. C'était essentiellement le prix du pétrole qui baissait parce qu'il y avait un mouvement de spéculation et de bataille entre certains pays, dont les États-Unis, le Venezuela, l'Iran, l'URSS, la Russie, pardon. C'est encore avec l'URSS. Donc, avec Poutine, on peut dire l'URSS. Hein. Donc, et c'est pas péjoratif du tout. Donc, la crise actuelle est différente. Elle est à la fois endogène et exogène. Donc, elle a une dimension endogène très lointaine, qui a commencé sans doute, je dirais, à partir du moment où on a voulu ouvrir l'économie algérienne à la dite mondialisation capitaliste, libre marché, etc., etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, ça dépend de la façon dont on le fait. La Malaisie l'a fait, la Corée du Nord et du Sud l'a fait, la Chine le fait, et bon, c'est pas le Brésil, c'est pas que des mauvaises décisions dans ce sens-là, mais c'est la façon dont on l'a fait. La façon dont on l'a fait, ça a été beaucoup plus, à partir du gouvernement Chadli, une façon de démanteler totalement ce qu'avait fait Boumediene. Donc, et là, Chadli aussi d'ailleurs. Et donc, c'était vraiment une entreprise de démantèlement des pouvoirs, par exemple, de Sonatrach, de la de l'immeuble. Donc un démembrement, un démantèlement du pouvoir des grands conglomérats qu'avait laissé l'ère boumedienne. Et là, au lieu d'aller vers une véritable ouverture économique et une diversification de l'économie, et surtout une économie orientée vers ce qu'on appelle le développement autocentré, ce qu'avaient commencé les politiques boumediennes après. Donc, bon, disons à partir de l'indépendance, les plans étaient là, mais Boumediene l'a continué. C'était, par exemple, la formation tous azimuts. Moi, j'étais responsable de la formation à Sonatrach, et je me rappelle qu'on formait des jeunes par dizaines de centaines et des milliers, sinon des dizaines de milliers à travers le monde. C'était utiliser l'argent du pétrole pour acquérir des biens d'équipement, utiliser l'argent du pétrole pour construire des complexes industriels, utiliser l'argent du pétrole pour construire des capacités installées de production, de valorisation, de substitution aux importations, de substitution à la monoculture ou presque de la vigne dans certaines régions. Eh bien, malheureusement, ces politiques-là ont été abandonnées à partir de l'ère Chadli. Et ça a été beaucoup plus l'économie, ce que j'appelle l'économie de bazar, c'est-à-dire l'import-import et l'exportation des bénéfices de l'import-import vers les métropoles étrangères, parce que l'argent qui est fait en Algérie, malheureusement, est transformé en devises et immédiatement transféré ailleurs. Alors ça, c'est la cause endogène, ce que j'appelle le système Algérie. Le système Algérie, il s'est installé dans sa facette la plus destructrice, à partir de la fin de l'ère boumedienne. Vaille que vaille, on ne sait pas trop ce que l'ère boumedienne allait donner, on commençait à la critiquer vers la fin, Boumediene était malade, on dit qu'il a été empoisonné, on dit qu'il a été dépassé sur sa droite, dépassé sur sa gauche, dépassé par les plutocrates, par les oligarques qui commençaient à vouloir faire fortune. Souvenez-vous son discours de Constantine, célèbre, où il avait parlé de Khat Ahmar, le trait rouge, At-Tharwa Mahish Tawra. S'enrichir, ce n'est pas faire la révolution. C'était pas pour rien qu'il avait dit ça. Et donc, voilà. Donc ça, c'est la raison endogène. La marifa, l'incompétence, la corruption, ça c'est devenu maintenant quasiment, on se cache plus. Shakib Khalil, qui est poursuivi par toute la justice du monde,
rentre en Algérie et il est hier ou avant-hier décoré par une zaouïa de Djelfa. On a des grands cheikhs qui viennent lui embrasser le front comme si c'était le... Alors, moi, j'ai l'impression qu'on nous le prépare comme futur président de l'Algérie ou au moins comme futur Premier ministre. Ça m'a l'air évident. Bon, donc ça, c'est la cause endogène. La cause exogène, c'est la chute du prix du pétrole. Alors, la chute du pétrole, pourquoi ce prix a-t-il chuté? C'est pas parce qu'il y avait spéculation d'un pays contre l'autre, comme une bataille de pays producteurs, comme c'était en 86, 88. C'est les États-Unis qui, essentiellement, qui avec les huiles et les gaz de schiste, veulent absolument freiner l'essor de la Russie, parce que la Russie prend trop d'ampleur à leurs yeux, et puis à côté, la Chine, l'Iran, etc. Donc une grande manœuvre géopolitique. Et donc avec les gaz et les huiles de schiste, ils ont tellement augmenté l'offre, et comme l'Arabie Saoudite et les pays producteurs de pétrole veulent conserver les marchés plutôt que jouer sur les prix, donc ils ne diminuent pas les quantités. Alors en diminuant pas les quantités, plus les quantités mises par les gaz de schiste et les huiles de schiste, on a effectivement une chute des prix qui est une cause endogène avec la morosité de l'économie mondiale. L'économie mondiale est en récession. Donc on a une cause endogène et deux causes exogènes, c'est différent de 86. Monsieur Abdouf, merci pour la première question. Donc, nous allons droit dans ce que vous venez de dire là. Nous sommes en 2016, donc 30 années après le triste cauchemar des années 80. La situation économique d'aujourd'hui inquiète les Algériens, puisqu'elle a beaucoup de similitudes avec celle de 86. Pourtant, le pétrole s'est vendu à plus de $120 pendant de longues années. La leçon n'a donc pas été apprise par les gouvernants? Pas du tout, parce que à partir de cette ouverture, entre guillemets, de l'économie algérienne, on a confondu plusieurs choses. On a confondu privatiser avec diversifier. Or, privatiser l'économie, ce n'est pas la diversifier. Privatiser, c'est juste donner à des gens, des personnes morale ou physique privée, la possibilité d'exploiter des choses qui étaient jusque-là publiques. On a confondu aussi délabrer, démanteler, détruire, déchiqueter avec restructurer. Ce qu'on a appelé la restructuration de l'aide de la Sonatrach, par exemple, ou la restructuration de Sonalgaz, ou la restructuration de Sonacom, etc. C'était pas de la restructuration qu'on a faite, c'était du démantèlement. On a tout sans aucun discernement, sans aucune logique de stratégie industrielle intégrée, sans aucune logique de complémentarité, sans aucune logique de diversification. Et alors, tout ce à quoi on a abouti, c'est à fractionner, et ça je l'ai vu personnellement, en tant que consultant, là j'étais plus en Algérie, mais j'étais appelé quand même comme consultant, à l'époque où on m'appelait, parce que ça a changé depuis, que les entités nouvelles qu'on a conçues, par exemple Sonatrach, on a transformé en 13 entités nouvelles dans les années, à ce moment-là, donc fin des années 80, début des années 90, et chacune des entités s'est trouvée comme coupée de ressources qu'elle avait avant, coupée de façon anarchique, de façon illogique, ce qui fait que ces nouvelles entités, il leur fallait, ou il leur faut toujours, des années et des années avant de devenir des entités proprement et endogènement efficaces, comme l'était la Sonatrach globale avant. Bon. Donc, effectivement, les leçons n'ont pas été tirées parce qu'on a fait ces confusions-là. Et puis, quand le pétrole a commencé à se vendre à $120, il était déjà trop tard. C'est-à-dire que toutes ces entités, toutes les mesures pour aller vers le développement auto-centré, qui est la formation, le développement auto-centré, ça veut dire compter sur ses propres forces. C'est ça, développement auto-centré. Hein. Former ses propres ingénieurs, former ses propres experts, former ses propres techniciens, former ses propres ouvriers, former ses propres médecins, etc. Et se procurer ses propres capacités de production, comme la Chine par exemple, quand ils ont négocié avec Hydro-Québec ou d'autres entités internationales d'électricité pour construire les premières turbines utilisées par la Chine posait comme condition, première turbine 100% canadienne par exemple, deuxième turbine 50% chinoise, troisième turbine 100% chinoise. Sinon vous ne venez pas, c'est pas la peine. Bon.
Et nous, on fonctionne toujours avec des turbines 100% françaises ou américaines. Après, et donc là, on a cédé à la facilité. La facilité, c'est effectivement de profiter de ce baril à 120 $ pour tout acheter. C'est-à-dire tout ce qu'on ne produisait pas, qu'on n'arrivait pas à produire, on achète d'étrangers, y compris la paix sociale. Avec les subventions, les salaires tous azimuts, etc. Bon, on connaît la chanson, hein, combien d'Algériens en Algérie touchent des salaires qui sont pour des emplois complètement improductifs. Et ça, je n'en veux pas aux salariés, c'est pas leur faute, pas du tout. La faute est aux dirigeants qui n'ont pas su utiliser cette manne pétrolière pour installer ce qu'il fallait pour un gouvernement, pour un développement autocentré. Et maintenant, on en paye les conséquences. Merci. La crise est profonde aujourd'hui et selon beaucoup de spécialistes, elle n'est pas seulement d'ordre économique. L'Algérie pratique-t-elle un modèle politico-économique inapproprié, un système de développement archaïque, un néolibéralisme sauvage? A-t-elle excessivement profité de sa rente pétrolière pour ne permettre que l'enrichissement des riches au détriment de tout le reste, jusqu'à écarter toute idée de diversification des investissements? Ah ben oui, absolument. Oui. La manne pétrolière a été, ça vous pouvez le dire, elle a été utilisée essentiellement pour enrichir les riches. Alors, ces riches qui étaient occultes, je veux dire, qui se cachaient un peu, qui étaient, bon, plus tard on a appelé ça l'informel, je sais pas quoi, maintenant ils se cachent même plus. L'Algérie a quoi, 50 milliardaires 60 milliardaires en euros, et quelque chose comme 4 000 ou 5 000 millionnaires en euros. Ça c'est connu, hein, ceux qui sont connus. On a parmi les plus gros milliardaires d'Afrique, sinon le plus gros milliardaire d'Afrique, en Algérie. Donc oui, cette manne pétrolière a été utilisée pour enrichir les riches, ça c'est évident. Et derrière les riches visibles, il y a les riches invisibles. Bon, pas besoin de vous faire un dessin. Et est-ce que l'Algérie a un modèle économique? Est-ce qu'elle a une vision, un modèle politico-économique? Absolument pas. Écoutez, ce modèle se résume à Shkara et Hagra, import, et s'acheter des hôtels particuliers et des immeubles à Paris, à Londres, à Barcelone, etc., y compris ces oligarques et ce secteur privé qui se dit, qu'on dit être le sauveur de l'Algérie. Alors, si on compte sur ce secteur privé là, tel qu'il se comporte en Algérie, il ne représente même pas 2% du PNB algérien, et encore moins en devises. Alors, si on compte sur ce privé-là pour sauver l'Algérie, on est fichu, hein. Donc pas de modèle, non, absolument pas. On navigue à vue. Un grand pays, 70% de sa population est à moins de 35 ans, une position géopolitique enviable, un climat stimulant. Pourtant, tout paraît réussir, l'agriculture, les énergies renouvelables, le tourisme. Un jackpot extraordinaire quand le baril dépasse les 120 $. L'Algérie aurait pu faire partie de la cour des grands aujourd'hui. Et voilà que c'est l'impasse qui laisse présager des horizons incertains. Pour preuve, nous assistons ces derniers mois aux gesticulations stériles, aux déclarations contradictoires de la classe dirigeante, à l'inquiétude, et parfois à l'affolement de l'opposition. Le dinar qu'on n'arrête pas de dévaluer, l'angle du FMI. Qu'en pensez-vous, M. Acteuf? Écoutez, le dinar, on n'a même pas besoin de le dévaluer, hein, il dégringole tout seul. et si on le dévalue, on ira encore plus dans... non, vraiment, là, on est dans une telle impasse que il n'y a aucun raisonnement économique qui peut mettre de l'ordre dans ce fouillis inextricable. Je ne sais pas, moi, on aurait payé des fous furieux pour être ministre et Premier ministre de l'Algérie pendant les 10 ou 15 dernières années, pour faire arriver l'Algérie là où elle est exprès, on ne serait pas arrivé. Je ne sais vraiment pas comment ils s'y sont pris. Il n'y a pas de théorie économique ou de politique économique pour expliquer comment ils sont arrivés à ça, après des années, comme vous le dites, de manne de 120 $, le baril de pétrole, un pays immense,
le plus grand d'Afrique, aux ressources inouïes, je veux dire le tourisme, le Sahara, les plages, la mer, la Méditerranée. Je me rappellerai toujours de ce discours, je pense que c'était de Sidi Ahmed Ghazali, quand il a été nommé ministre de l'hydraulique, premier ministre hydraulique de Ben Bella, ou quand il a été nommé à Sonatrak, je ne me rappelle plus, il avait dit « L'Algérie est partie pour être le Japon de la Méditerranée ». Il avait raison. Il avait raison. En 1963-64, on pouvait dire ça. L'Algérie avait de quoi devenir le Japon de la Méditerranée. Et tout. Mais il fallait, comme je dis, aller vers et continuer cette politique de développement autocentré. À partir de 75, je pense, ça a commencé à être abandonné. 3-4 ans avant la mort de Boumedienne, on sentait déjà que l'Algérie sombrait dans une grande sieste, comme je l'ai écrit dans un de mes livres. Et là donc, ce à quoi nous assistons et l'avenir vers lequel nous allons, c'est vraiment des plus inquiétants. Regardez ce qui se passe dans nos frontières, hein, la déstabilisation, pour ne pas dire plus grave que ça, autour de nos frontières. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir? Les FMI, écoutez, on continue à inviter ou à recevoir des émissaires du FMI. Moi, c'est ce que j'ai toujours appelé le fond de la misère internationale. Le FMI, avec l'OMC et avec la Banque mondiale, c'est tout ce qu'il avait comme ressources. 79, Mahathir prend le pouvoir, il est élu, d'ailleurs, enfin bon, au début, c'était un peu un coup de force, mais après, il a été élu démocratiquement. C'est la première des choses qu'il a faites, même si la Malaisie est membre de l'OMC, hein, depuis. Il a mis à la porte de la Malaisie tous les représentants du FMI, de l'OMC et de la Banque mondiale. Physiquement, mis à la porte. Barra, dehors, foutez le camp. On ne veut pas de vous. On va se développer de façon autocentrée. Alors, un exemple, aujourd'hui, la Malaisie est classée comme pays développé. Pays développé, hein, même pas émergent, développé. Le PIB par habitant de la Malaisie, c'est le double de l'Algérie. C'est un tout petit pays avec rien. Que de l'huile de palme. C'est sa ressource la plus importante. Aujourd'hui, la nouvelle capitale, j'ai oublié le nom, parce qu'ils ont construit une nouvelle capitale, à part Kuala Lumpur, qui est considérée comme l'une des villes, ou la ville la plus intelligente du monde. Les tours les plus élevées du monde. 200 ascenseurs dans une de ces tours les plus rapides du monde. Ils ont le monopole de composants électroniques les plus efficaces au monde. Ils sont en train de mettre sur le marché une voiture révolutionnaire qui s'appelle la Prion, qui est d'une technologie hybride, hydrogène, je ne sais pas quoi, etc., en tout cas révolutionnaire, qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est en train d'inquiéter même la Corée, le Japon, etc. Enfin, c'est pour vous dire, mais qu'est-ce qu'il a fait, Mahathir? Mahathir, il a mis à la porte les gens du FMI et de la Banque mondiale et de l'OMC parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient là pour défendre les intérêts de tous sorts de la Malaisie. Et il a dit, à partir de maintenant, je vais mettre secteur public et secteur privé au service du développement de la nation. Donc des plans, comme le général Park en Corée, quelques dizaines d'années avant, des plans nationaux, triennaux, quinquennaux, etc. Plans nationaux, hein, avec un ministère de la planification. C'est pas le marché libre, fais ce qu'il veut, comme tu veux. Bon. Et les entreprises privées, le privé, étaient invités à collaborer à ces plans nationaux. Et donc, si ils voulaient faire de l'argent, le secteur privé, ils devaient rentrer dans les plans de développement national de la Malaisie. Et chacun avait sa part. Donc le privé gagnait, la Malaisie gagnait, et il est allé avec développement autocentré, donc compter sur ses propres forces. Et aujourd'hui, bon, 20 ans après, ça a donné... Regardez Poutine. Helsinki a laissé à Poutine, Helsinki qui a été mis là par les États-Unis, vous le savez bien, remplacé par Poutine, Helsinki a laissé à Poutine une Russie qui était en délabrement. Ils n'avaient même pas de pommes de terre et de choux à manger. Les années 90. Eh bien, en moins de 15 ans,
Poutine a remis la Russie sur la voie de la deuxième puissance mondiale, pratiquement. Bon, alors pourquoi pas nous? Pourquoi on n'est pas capable? Juste pour terminer ce qu'a fait aussi Mahathir, aux négociations de Cancun de l'OMC, il a dit, je pense qu'il n'était plus Premier ministre, parce qu'après 2 mandats, il a démissionné, puis il a laissé quelqu'un d'autre être élu à sa place, parce qu'il a respecté la Constitution. Bon, ce pas des gens qui se font des constitutions sur mesure pour se les transmettre de père en fils ou de frère à frère. Hein. Eh bien, à la négociation le round de Cancun, tout l'Occident criait, alors Pascal Lamy, le président, tout ça, c'est l'échec, le round de Cancun est un échec, le commerce mondial va sombrer, blablabla, etc. Et Mahathir a dit non, pas du tout. C'est une réussite. C'est une magnifique réussite. C'est un échec pour les multinationales occidentales. C'est tout. Pour nous, c'est une réussite. Pourquoi? Et il a prononcé cette phrase extraordinaire. Avant le commerce libre, nous voulons le commerce juste. Alors voilà pour l'Algérie. Monsieur Aktouf, nous avons vu ces derniers temps des personnalités algériennes sortir dans certaines villes, dans certaines régions. Selon ce qu'ils disaient, tout va bien, Madame la Marquise, ça marchait bien, nous avons les moyens de sortir de cette crise. Ne croyez pas l'opposition, ne croyez pas ces gens qui vous chantent toutes sortes de chansons. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ou on va encore rater notre virage dans notre histoire à venir? Ah ben, malheureusement, à moins d'un renversement de situation aussi spectaculaire que rapide et drastique, je ne vois pas de sortie du tunnel progressive et d'atterrissage en douce. Franchement, je ne le vois pas. J'ai aucun radar pour voir ça. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est exactement le contraire de ce que j'ai dit quand j'étais invité à la réunion du CNES en septembre. Remarquez, ils m'ont invité à la réunion du CNES en septembre comme on invite le diable, quoi. J'étais le seul à défendre le point de vue que je défends. Ils ont invité une quinzaine de représentants du FMI, de Paris, de la Suisse, de machin. Tout le monde a répété la même chanson. J'étais le seul à dire... D'ailleurs, j'ai dit, je me sens comme un agneau invité à un méchoui. Hein. Donc, merci. Évidemment, ils m'ont invité juste pour dire, voilà, même le diable qui nous embête, qui nous emmerde, hachakoum, même lui on l'invite. Donc, on est démocrate, on va l'écouter. Alors, bon, donc, ce que j'ai dit, c'est que si on n'analyse pas cette crise dans les termes réels dans lesquels elle se présente, c'est d'abord une crise de politique. C'est ce système Algérie qui dure et qui perdure, qui plombe l'Algérie. Il n'y a pas un économiste, même formé chez le bon Dieu, subhanahu, qui pourrait arriver et sauver l'Algérie si on ne met pas à la porte ce système Algérie qui est là. Il plombe tout, il verrouille tout. Écoutez, moi, si on me demandait demain de rentrer en Algérie et d'y travailler juste à l'idée, je voudrais bien, je ne demande pas mieux, mais juste à l'idée de me faire commander, de me faire diriger, de me faire donner des ordres, d'être supervisé par des incompétents crasses et incroyables, je ne pourrais pas. C'est impossible. Bon, or c'est sûr que maintenant avec l'article 51 de la nouvelle constitution, on ne me donnera pas un poste de directeur. On me donnera un poste d'expert quelconque, de conseiller, je ne sais pas, dans un bureau quelconque, et c'est lui qui va me commander, c'est quelqu'un qui est en train de faire ce qui se passe là. Bon, donc j'ai dit aussi, surtout pas de politique d'austérité. Un nouveau modèle économique. Et j'ai défini ce qu'est le nouveau modèle économique, c'est un nouveau modèle de type, développement autocentré, Malaisie, Corée, voilà, etc. Bon. Et j'ai été ravi de voir dans les journaux que M. Sellal annonçait un nouveau modèle économique. Et naïvement, j'ai cru qu'il s'était inspiré de ce que j'avais dit. Et pas du tout. Son nouveau modèle économique, c'est les PPP. Les PPP, c'est quoi? C'est participation publique-privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore plus de ce privé qui est en train de ronger l'Algérie, parce que c'est un privé extraverti, dans
les affaires nationales. C'est-à-dire que le peu qui reste sous contrôle de l'État algérien va passer sous contrôle d'intérêts privés algériens, lesquels intérêts privés algériens, on le sait très bien, sont téléguidés depuis des groupes qui sont à Paris et ailleurs. Bon. Alors j'ai dit surtout pas de politique d'austérité et surtout pas de politique d'expansion monétaire, et c'est le contraire qu'a fait la BEA. La Banque algérienne est en train d'arroser pour stimuler le commerce extérieur. J'ai dit surtout pas de mesures qui ne sont pas des mesures pour empêcher l'évasion des capitaux. Or, cette expansion monétaire, cet arrosage monétaire et libération du commerce extérieur, c'est la meilleure façon de dire aux capitaux algériens, foutez le camp, Kalla, Harbo, hein, mettez tout votre argent en dehors. Il y a déjà sur la balance la part des commercial, le déficit commercial algérien, enfin le déficit, la balance à payer, il y a le mois dernier 30% de surfacturation sur les importations. 30% sur le mois dernier. Alors vous imaginez où ça va, ça. Donc non, pas du tout. Cette combinaison austérité, laisser le dinar glisser, ce qui équivaut à le dévaluer, et expansion monétaire comme ça, n'importe comment, non. On s'en tire. Je vais revenir peut-être à la prochaine question, à cette histoire de capacité financière, à toutes ces histoires de contrats avec l'étranger. Est-ce que l'Algérie a des possibilités de financer ou pas? Ça va être, on va en parler plus tard, mais je reviens encore, parce que vous avez évoqué l'article 51, j'en profite. Et pourquoi cette exclusion de l'intellectuel? Pourquoi l'exclusion par nos dirigeants d'Alger de tous ces connaisseurs, ces scientifiques, ces économistes? Et j'ai même lu quelque part que M. Aktouf est radié des listes de l'ONU, alors que votre expertise pourrait apporter beaucoup à l'Algérie. Et c'est l'Algérie, paraît-il, qui a demandé à ce qu'on vous enlève. Expliquez-nous un peu ça, M. Aktouf. Oui. C'est des gens du PNUD, c'est le TOCTEN, le programme TOCTEN, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, un programme du PNUD, du programme des Nations Unies pour le développement, qui finance les experts nationaux expatriés. Si vous êtes égyptien, tunisien, marocain, etc., et que l'ONU, que le PNUD vous reconnaît comme expert, donc avec les critères internationaux, ce que veut dire être expert dans votre domaine, ils vous mettent sur cette liste. Et une fois qu'ils vous mettent sur cette liste, ils vous appellent. Alors moi, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez? Ils vous demandent votre avis. Voilà, nous considérons que vous êtes expert, est-ce que vous voulez être sur cette liste? Alors moi, je ne connaissais pas à l'époque, j'ai demandé en quoi ça consiste, j'ai dit que ça fait 20 ans, 25 ans de ça. Ils m'ont expliqué. Donc voilà, on finance vos voyages, etc. Voilà, on finance, on paye des honoraires d'experts seniors, international, etc. Et, voilà, et puis tous vos frais, et si vous allez dans votre pays d'origine. Je dis bien sûr, aucun problème. Et après, donc, ils demandent au pays d'origine. Alors j'ai été invité pendant quelques années, surtout par des amis, des anciens de Sonatrach, de Sonelgaz, etc. L'Algérie, l'Association algérienne de ressources humaines et de gestion, etc. Et je ne sais pas dans quel forum ou dans quel lieu j'ai dit des choses comme celles que je viens de dire. Et quelqu'un a dit, non, c'était 97 ou 96, le fameux congrès économique et social organisé par Zelouel. J'avais fait une déclaration, c'est passé à la télévision direct, Zelouel était devant moi. Et j'ai dit des choses sur le FMI et tout ça, évidemment, qui n'ont plu à personne. On m'a coupé le micro. Et dans les couloirs, ça courait. Et il disait « Sectorabo ». Ah oui, Sectorabo. On me l'a raconté après. Sector. Et après, on a dit « Me taoudouch djibo ». Mini, on ne le ramène plus. Et après ça, je reçois un message de l'ONU me disant « Monsieur, vous êtes rayé des listes à la demande de votre pays ». Donc, alors, pour répondre à votre question, l'autre question, c'est cet article 51, c'est pour éviter des Omar Aktouf comme expertise internationale, qui risque de rentrer au pays et qui est algérien, qui a toujours son passeport, qui a toujours sa nationalité algérienne et qui risque de faire des choses qui ne leur plaisent pas.
Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment à partir de personnes comme ça que les décisions se prennent. Vous savez, il y a un écrivain camerounais ou congolais, je ne me rappelle plus, qui a fait, journaliste écrivain, qui a fait un livre sur la diaspora africaine. Et il a interviewé comme ça beaucoup de gens de la diaspora africaine qui, bon, je ne sais pas sur quelle base il a fait sa liste, mais j'étais parmi ceux qu'il a interviewé et qui sont dans son livre. Et il a classé l'immigration, les expatriés, la diaspora africaine, en 3 catégories. Première catégorie, c'est qu'il a appelé les expatriés indifférents. Indifférents. Ça veut dire une fois la diaspora indifférente. Algériens, d'accord, qui est expatrié au Canada. Une fois arrivés au Canada, ils effacent l'Algérie de leur mémoire. C'est fini. Indifférent, je ne veux plus rien savoir. J'ouvre un dépanneur, j'achète une station d'essence, je suis prof à HEC, l'Algérie, je ne connais plus, fini. Donc, indifférent. Deuxième, c'est ce qu'il appelait la diaspora profiteuse. C'est-à-dire la diaspora qui continue à travailler avec les voleurs du pays. Et ils volent ensemble. Ça va? Bon, ça c'est la deuxième. Je suis sûr que vous connaissez des noms, on ne va pas en citer. Et la troisième diaspora, il l'a appelée la diaspora rebelle, dont je fais partie. La diaspora rebelle, c'est la diaspora qui a quitté le pays, qui n'est pas indifférente envers le pays, mais qui est en rébellion devant ceux qui massacrent le pays. Alors, c'est pour cette troisième catégorie qu'a été fait l'article 51. Je sais pas, ma question va peut-être toucher un petit peu le côté politique. Est-ce qu'on a, avec cette opposition, est-ce qu'on a la chance de renverser un petit peu la vapeur? Est-ce qu'il y a des chances d'aller de l'avant? Mon Dieu, toute opposition est salutaire. À partir du moment où il y a une opposition, mais une vraie opposition, quoi, qui a des visées nationalistes, vraiment, des oppositions qui ont des visées de clans, d'intérêts personnels, d'intérêts de groupe, etc. Ça peut pas aller très loin. Donc, si on a une opposition dans ce sens-là, oui, bien entendu. Mais une opposition qui devrait pousser le pays à aller mais très vite vers une mise à fin de ce que je viens d'appeler le système Algérie. Hein. Mais une opposition qui n'aspire qu'à prendre le pouvoir à la place de ceux qui sont au pouvoir, ça ne m'inspire pas grand-chose. Et une chose que je regrette, que je ne vois pas, c'est que je ne vois aucune faction de cette opposition réclamer ce que je réclame, et nous sommes très peu à le réclamer, depuis des années, une deuxième république, une assemblée constituante et une deuxième république algérienne. Et on repart de zéro, complètement. Sinon, construire sur la Constitution telle qu'elle est maintenant, sur les institutions telles qu'elles sont maintenant, je ne vois pas. C'est comme construire une maison sur des fondations pleines de termites. On revient un petit peu au côté économique. Est-ce que on parle d'un fonds de régulation des recettes qui n'a absolument plus rien aujourd'hui, c'est vide pratiquement. Des réserves de change aussi qui sont à des niveaux très bas. Est-ce qu'on peut tenir le coup pendant 1 année, 2 années, 3 années? Est-ce que c'est la crise dans 6 mois, dans 1 année? Que pensez-vous, M. Actev? Oh, c'est déjà la crise. Écoutez, si vous regardez au niveau du peuple algérien, écoutez, le peuple algérien, il vit en situation de crise depuis bien avant. Hein. Non, je ne vois pas de sortie. Votre question, c'était la sortie de la crise, c'est ça? Oui, avec le peu de moyens. Oui, le FFR, est-ce qu'on peut tenir 2 ans? Oui, excusez-moi. Est-ce qu'on peut tenir 1 année, 2 ans? Je sais pas. Parce que
je suis fatigué, c'est le rush de fin de session, les corrections, les travaux, les machins, les trucs. Voilà. Et je viens de terminer de préparer un séminaire que j'ai envoyé en urgence parce que la Tunisie m'invite pour faire un séminaire dans 2 semaines, semaine prochaine en France, etc. Alors, bon, oui, je suis de l'Amérique latine, le Brésil, mais pas l'Algérie. Même la Tunisie m'invite, mais pas l'Algérie. Hein. Le Maroc, des fois aussi. Bon, alors, bon, excusez-moi, mais je suis un petit peu fatigué là. Donc, non, 2 ans, 3 ans, non, ça m'étonnerait énormément. Écoutez, déjà, le FFR, il est pratiquement réduit à rien. Il est tombé de 40% en 1 an. Alors, écoutez, s'il est tombé de 40% en 1 an, dans les 3 prochains mois, il va tomber d'un autre 30%. On est déjà en défaut de paiement pour les paiements du Trésor, c'est-à-dire pour les paiements antérieurs, les projets qui s'arrêtent. J'ai lu qu'il y a des projets à Constantine de 700 milliards ont été stoppés et il n'y a plus un sou des 700 milliards. Et aucun des projets n'a été fait. C'est quoi ça? C'est juste, Constantine, 700 milliards, un projet de, je sais pas, de réfection des rues, des trottoirs, je sais pas quoi. Alors imaginez à l'échelle de l'Algérie. Pour moi, le FFR est déjà fini. Le fonds de régulation des recettes, à toute fin pratique, il est déjà épuisé et on est même dans le négatif. Maintenant, pour ce qui est des réserves, qui étaient il disait quoi, 100, 120 milliards de dollars, ça a fondu, depuis l'annonce de la crise, de 40 milliards de dollars. Bon, alors il ne reste plus que quoi, 80, je sais pas, et ça va fondre très vite. Ça va fondre très vite, parce que c'est inversement proportionnel. Hein. Vous avez deux flèches qui vont en sens contraire. Vous avez la rentrée pétrolière qui n'arrête pas de baisser. Le baril, il fluctue entre quoi 28, 30, 35, 40, 45, il joue entre ces marges. Or ça veut dire que les rentrées vont vite devenir négatives. Et d'un autre côté, on a la consommation locale de pétrole et la production. La consommation locale qui monte et la production qui baisse. Donc on exporte moins, on produit moins et on consomme plus à l'intérieur. Alors si on augmente, on a déjà augmenté les prix, mais si on augmente encore plus les prix de l'énergie, enfin du pétrole et du gaz en Algérie, vous savez que l'énergie c'est la base, donc tout le reste va augmenter, ça va être l'inflation en chaîne. Si déjà les pommes de terre, les pastèques, la viande, le lait, tout ça est déjà cher, on augmente de quelques centimes le prix du pétrole et le lait augmente de 3 dinars, ou 4 dinars, ou 5 dinars. Bon, donc, non, tenir 2 ans, moi, vraiment, je crois pas. Je crois pas. Même pas 2 ans. Est-ce qu'on va s'en sortir avec les... On parle de prêts obligataires, on parle d'emprunt interne. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec ça? Est-ce qu'on parle aussi d'une réserve d'or de 160 ans, 180 tonnes, je crois, Algérie. Est-ce qu'on peut faire avec aussi? Sinon, on est condamné à ouvrir la porte au FMI? Ah ben, écoutez, l'emprunt national, je suis désolé d'avoir encore à le dire, mais c'est la vérité de parler de moi. Je pense que j'étais le seul à en parler. Avant le CNES et puis pendant le CNES en septembre, j'étais le seul à le dire. Écoutez, immédiatement un emprunt national. Parce que, mais tant qu'on avait encore 140, 150 milliards de réserves, bon, et on avait le FRR qui était encore bon. Mais il fallait vraiment une action immédiate, plus qu'immédiate, mais sous condition. À la condition que j'ai posée, le Premier ministre Lel, qui était à quelques mètres, il me regardait comme si j'étais évidemment le diable incarné. Il dit, mais il y a une condition énorme, c'est que pour que l'emprunt national, ça veut dire quoi? Ça veut dire lancer des obligations, des actions du gouvernement, bon, des bons de prêts du gouvernement, qu'on vend nationalement. Mais le peuple algérien, les Algériens, personnalité morale ou personnalité physique ou épicier, station d'essence, machin, boutiquier, je sais pas quoi, paysan, qui a un peu d'argent de côté, il va acheter s'il a confiance. Qui va acheter des obligations du Trésor algérien signées par Abdelmalek Sellel? Qui? Je vous dis tout de suite, moi j'en achète pas. Bon, alors qui va les acheter? Donc j'ai dit devant lui, emprunt national, oui, parce que l'emprunt national, au moins, il y avait une bonne partie de son gouvernement qui était là, dont le ministre des Finances.
Parce que au moins l'emprunt national, on le contrôle. On contrôle la monnaie, on contrôle le libellé, on contrôle la quantité, on contrôle la planche à billets qui va fabriquer les billets pour rembourser, éviter éventuellement quand les gens vont commencer à vouloir se faire rembourser leurs bons. Tandis que tout emprunt extérieur, on ne contrôle pas du tout. Voilà. Parce qu'il peut être, je sais pas, vous empruntez à un consortium de banques, Banque de Montréal, TD, Bank of New York et UBC ou je sais pas quoi. Vous empruntez aujourd'hui en dollars ou en livres sterling ou en euros, ce que vous voudrez, rien ne vous met à l'abri du fait qu'entre banques, elles finissent par transformer votre dette en multi-dette libellée, en lire, en je sais pas quoi, en diverses monnaies, donc vous perdez tout contrôle. Et alors votre monnaie par rapport à toutes ces monnaies, ben, elle sera complètement en perdition selon les jeux d'évaluation des différentes monnaies extérieures. Donc c'est pour ça que j'ai préconisé immédiatement d'abord un emprunt intérieur. Et puis cet emprunt intérieur, pourquoi? Pour couvrir le déficit du trésor qui allait s'annoncer, même si à l'époque c'était pas tellement énorme, mais qui allait devenir énorme, c'était sûr, très vite avec la chute des 60%, 70% de baisse des recettes pétrolières, et aussi prévenir justement le recours à un emprunt étranger. Et l'emprunt étranger seulement, et si seulement nous sommes en position de défaut de paiement vis-à-vis de l'étranger. Alors là, on n'a pas le choix, on ne peut pas les payer en dinars. Et changer le dinar en monnaie étrangère, c'est comme changer de la paille contre du diamant. Donc ça n'a pas de sens. Alors donc, garder ce fonds de réserve et l'or pour éventuellement un défaut de paiement extérieur qui finira par arriver. C'est évident. Si le déficit du trésor dégringole et il dégringole à un point tel qu'on devient en défaut de paiement interne, ben c'est évident que toutes les autres balances des paiements, trésor, budget, extérieur, vont suivre. Et bon, voilà. Et puis après, je ne sais pas si c'est là où sont ministres des Finances, je ne sais pas quoi, ils ont parlé de dogmatisme, de raisonnement dogmatique. Mais je suis pour. Mais on aurait dû le faire avant. Ils l'ont fait maintenant, c'est trop tard. Alors, et j'ai mis comme condition la confiance de l'Algérien. Et pour rétablir la confiance de l'Algérien, pour que le peuple algérien achète ses bons du trésor algérien avec ses économies pour aider le pays, comme on l'a fait avec le Sendok Tadamoun, vous vous souvenez, Ibn Bella, hein, comment on l'appelait en français, le Fonds de solidarité. Hein. Eh bien, l'Algérie aurait pu faire la même chose pour les Algériens. Hein, auraient pu. D'ailleurs, on se demande ce qui est devenu ce Sendok Tadamoun, entre parenthèses. Hein. Bon. Et aurait pu faire la même chose avec un emprunt national. Mais il aurait fallu cet enthousiasme et cette confiance qu'il y avait à l'indépendance. Et ça, j'ai dit, ça ne peut se faire que si toutes les institutions actuelles sont complètement remplacées, qu'on reparte à zéro et à partir d'une deuxième république. Alors imaginez la tête du gouvernement devant moi en train de dire ça. Hein. Bon. Alors oui, emprunt national, oui, mais il y a des conditions. Alors, ils ont essayé le fameux remboursement taxé à 7%. Ils ont dit au secteur informel, le secteur informel, c'est 50% de l'économie algérienne, du PIB, ou à peu près. Hein. Et les oligarques et tout ce qui s'ensuit. Déclarez volontairement tout ce que vous nous cachez, surtout toute la monnaie fiduciaire qui ne passe ni par les cartes de crédit, ni par les chèques, ni par rien du tout, qui est complètement invisible. Déclarez-nous tout ce que vous cachez, et on vous taxe seulement à 7%. Ben, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que même ceux-là n'ont pas confiance. Alors maintenant, l'emprunt à 5%, est-ce qu'il va marcher? Non. Les gens n'ont pas confiance. Ça ne marchera pas non plus, malheureusement. Il reste deux questions pour vous, M. Altouf. On a écouté Jean-Pierre Chevènement, c'est ça, Jean-Pierre, il s'appelle? Oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre Chevènement, au forum de l'IRIS à Paris, faire l'apologie de Boumedienne, de Châtelet, de Zerouane, et puis de Bouteflika actuellement. Est-ce que oui, Chevènement? Oui, récemment. Est-ce que, avec aussi les 10 ministres qui s'apprêtent à partir en Algérie, il y a une bonne dizaine de ministres français, je crois, le 9, le 10 avril prochain, est-ce qu'on prépare le retour de la France pour sauver la baraque Algérie?
Mais écoutez, d'abord qu'on fasse l'apologie en même temps de Ben Bella, de Boumediene et de Bouteflika, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive à Chevènement, mais moi, ça me paraît complètement incompatible. Bon, et d'un autre côté, vous savez, la France, elle joue avec l'Algérie depuis toujours un jeu dangereux. Il est d'autant plus dangereux maintenant que l'économie à l'échelle mondiale est dans une morosité grave. Regardez juste l'Europe. L'Europe n'arrive pas à s'en sortir. L'Europe n'arrive pas. Pour celles et ceux qui me connaissent, ça fait 30 ans, 40 ans que j'ai le même discours. Il y a des gens qui me connaissent ici. J'ai jamais changé mon discours d'1 milligramme. Jamais. J'ai toujours dit que cette mondialisation est une catastrophe. J'ai toujours dit que cette mondialisation allait conduire la planète à la catastrophe. J'ai toujours dit que le néolibéralisme est une calamité. J'ai toujours dit que le marché libre est une calamité. J'ai toujours dit que le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, etc. sont là pour défendre les riches et bouffer les pauvres. J'ai toujours dit que la théorie du rattrapage, c'est de la théorie de débiles attardés pour cerveau microcéphale. Comment voulez-vous que l'Algérie rattrape le niveau de vie français quand, si aujourd'hui, les derniers chiffres que j'ai lus dans un rapport de l'ONU, pour que la planète vive au niveau de la France, il nous faut 3 planètes. Pour qu'ils vivent au niveau des États-Unis, il nous faut 5 planètes. Pourquoi? La raison est très simple. Prenons juste le pétrole. Sans énergie, vous ne pouvez pas vous développer. Il faut de l'énergie pour se développer. Et l'énergie la plus utilisée aujourd'hui pour se développer, c'est le pétrole, je dis bien, et le gaz. Bon. Mais le gaz n'est pas substituable au pétrole, c'est pas la même chose. Le gaz, on ne fait que le brûler, c'est tout. Il sert à rien d'autre, le gaz, on ne peut que le brûler. That's it. Il produit que de la chaleur et c'est fini. Le pétrole, c'est 30 000 dérivés. Pétrole. 30 000 dérivés, le pétrole. Depuis votre foulard, madame, ou votre gilet, jusqu'à mes lunettes, et ma montre. Et votre rouge à lèvres, madame. Du pétrole, les médicaments, les parfums, les chèvres, tout ça. 30 000 dérivés. Donc, comment substituer le pétrole? Comment? C'est pas juste substituer quelque chose qui s'allume et qui brûle. Donc, alors, prenons juste le pétrole, avec tout ce qu'il donne. Hein, d'accord? Imaginez, pour revenir à la comparaison Boumediene et tout ce qui s'est jusqu'à Bouteflika, sous Boumediene, on a eu des combinats, ce qu'on appelle des combinats, enfin des complexes pétrochimiques, sidérurgiques, etc., ce qu'on appelle noircir le tableau des échanges interindustriels. C'est-à-dire faire en sorte que les ressources que nous avons en phosphate, en fer, en uranium, en acier, en machin, etc., en pétrole, en gaz, entrent en complémentarité. Donc en échange interindustriel. Et la pétrochimie, il y avait beaucoup de complexes pétrochimiques. À Annaba, Skikda, à Arzeu, etc. Il y avait des projets. Et puis arrive la période d'ouverture, on a démantelé tout ça et on a arrêté. Alors, vous voyez, juste avec la pétrochimie, si on avait laissé continuer la filière pétrochimique, de transformation pétrochimique, eh bien depuis 15 ou 20 ans, on serait en train d'exporter des dérivés du pétrole au lieu d'exporter du pétrole. Et les dérivés du pétrole, c'est les dérivés à produits à grande valeur ajoutée. C'est pas rien. Bon. Donc, alors, excusez-moi, j'ai perdu le fil là. Qu'est-ce que c'était la question? Ah oui, Chevènement et comparé, oui, la Bouteflika, etc., tout ce qui s'ensuit. Donc, alors, aujourd'hui, la politique économique algérienne est une politique qui de retour en arrière. On reçoit le délégué du FMI, on va recevoir le Premier ministre, c'est ça, le Français qui va venir, là, Valls. Et donc la France joue un jeu dangereux depuis très longtemps.
Pour la France, le pétrole algérien, vous savez qu'à l'indépendance, on aurait été indépendant bien avant 62. La seule condition, c'était de laisser le Sahara aux Français. Si on leur laissait le Sahara, on aurait été indépendant en 55, ou en 56. Bon, mais heureusement, on a tenu le coup pour le pétrole, on l'a gardé. Mais alors, la France joue un jeu d'autant plus dangereux aujourd'hui que les États-Unis, la Chine, sont en train de devenir des joueurs importants en Afrique. Donc, il est question de chasse gardée. Alors la France, l'Algérie, bon, elle veut la garder. Est-ce que vous savez que le Maroc a signé un traité de libre-échange avec les États-Unis il y a juste sous le premier mandat d'Obama, je pense, ou juste avant. Et vous imaginez, traité de libre-échange Maroc-États-Unis. Qu'est-ce qu'ils vont libre-échanger? Harira contre des F-16. C'est quoi cette plaisanterie là? Bon, traité de libre-échange, pourquoi? C'est les Américains qui disent aux Français, Maroc, tu touches pas. C'est à nous. Hein? Mais ils veulent aussi l'Algérie. Chekib. Pourquoi Chekib est revenu? Chekib, c'est l'homme de Washington. Formé à Washington, à la Banque mondiale. Chekib, en 2006-2007, il était en train de privatiser le pétrole algérien pour le donner aux Américains. Heureusement qu'on a arrêté à temps. Alors, Chekib arrive, Valls arrive. Voilà le jeu. Bon. Et Chevènement, c'est un peu la caution de la gauche-gauche. On parle d'un déficit en termes de gestionnaire en Algérie, management, etc. Est-ce que l'école algérienne peut parer à cela? Est-ce qu'on aura de bons cas plus tard? Est-ce que l'école algérienne fait du bon travail? Ou ils sont faibles en arabe, ils sont faibles en tamazight, ils sont faibles en français, ils sont faibles en anglais, même médiocre peut-être, je sais pas. Qu'en pensez-vous? Peut-être c'est des gens qui vont peut-être changer le cours des choses. Ah là là, je voudrais être optimiste, je voudrais le croire, mais voyez-vous, je ne sais pas qui a écrit, non, c'est un philosophe américain, Dewey, que le bien-être d'une nation et la démocratie, qui est le fondement du bien-être d'une nation, c'est quelque chose qui doit être renouvelé et régénéré à chaque génération, et la coucheuse en est l'éducation. Alors, où est l'éducation en Algérie? Si Chekib a été mandaté pour démanteler et mettre totalement aux mains d'intérêts étrangers le secteur des hydrocarbures algériennes, j'ai vu dans le rapport Algérie 2013 sur l'état de l'économie algérienne, enfin dans tous les sens, et à tort, à travers, en haut, en bas, en droite, à gauche, tout ce qui s'ensuit. Le chapitre hydrocarbures. Alors, là où on mesure la façon dont on profite de ce qu'on appelle les investissements étrangers dans un pays, dans un secteur tel que le pétrole, c'est jusqu'à quel point ces investissements étrangers dans le pétrole algérien contribuent à ce qu'on appelle l'upstream, c'est-à-dire l'exploration. L'exploration, la recherche, de nouveaux gisements, pour compenser un peu les quantités de pétrole qui pompent et qui sortent du pays. Alors, j'ai été regarder ça immédiatement. Dans le rapport économie Algérie 2013, j'ai été regarder cet indicateur. Et bien, qu'est-ce que j'ai trouvé? Il y a eu 29, entre 25 et 30 nouveaux gisements découverts en Algérie. Pas des grands gisements, hein. Vous savez, les Hassim Saoud, les machins, les Hassim, c'est fini. S'il y en avait encore, on les aurait découverts. Là, c'est fini. Et on monte dans le monde entier. Hein. C'est pour ça qu'il y a le Grand Moyen-Orient, c'est pour ça qu'on attaque la Syrie, c'est pour ça qu'on veut démocratiser l'Irak, qu'on veut démocratiser l'Afghanistan, qu'on a démocratisé la Libye, etc., etc., etc. Bon, le Grand Moyen-Orient, parce que 85% du pétrole et du gaz mondial se trouvent entre Rabat et Islamabad. Et les grands gisements, c'est fini.
S'ils existaient, on les aurait trouvés. Donc tout ce qu'on peut trouver, c'est des tout petits gisements où le gaz de schiste et l'huile de schiste, et ça, c'est plus destructeur, économiquement, écologiquement, socialement et environnementalement, c'est une catastrophe. Bon, donc c'est fini. Alors j'ai été regarder ça, l'exploration et les découvertes. Et bien sûr, 30, 25 étaient faits par Sonatrach. Ça veut dire que l'Algérie paye avec notre argent pour que notre compagnie nationale fasse de l'exploration, pour que les compagnies étrangères, particulièrement américaines, anglaises, etc., qui sont là, ne fassent que pomper, vendre et encaisser l'argent. Il y a quelqu'un à la tête de l'Algérie, là? Il y a quelqu'un qui surveille un peu ce qu'on fait avec notre pétrole? C'est quoi ça, quand 25 découvertes sur 29 sont faites par notre compagnie nationale, les autres, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont là juste pour nous voler. Et on leur dit, s'il vous plaît, venez, investissement étranger, on va se mettre à genoux, tapis rouge. Bon. Et donc l'école? Ah, l'école, excusez-moi, oui, j'ai perdu le fil. L'éducation. Ben écoutez, oui, je disais Chakib, si Chakib a été payé, ça on le sait, téléguidé pour démanteler le secteur pétrolier. Boumaza, c'est bien. Non, c'est pas Boumaza, comment il s'appelle Benbouzid. 22 ans à la tête de l'éducation nationale. S'il n'a pas été mandaté pour détruire l'éducation nationale, moi je ne comprends pas ce qu'il a fait. Les 22, c'est 22, ça je sais, mais 22 ans de règne de Benbouzid sur l'éducation nationale, moi je recevais ici à HEC des étudiants algériens de temps en temps. J'allais donner des séminaires en Algérie. Et je voyais les étudiants algériens jusqu'à partir des années 80, 85, 90, 95, bon, il y en a moins maintenant, mais je voyais le niveau dégringoler. Et vraiment, le niveau... Alors, qu'est-ce qu'on est en train de... Ce que je suis en train de voir, ce qu'on fait en Algérie, on est en train de multiplier les écoles de gestion. Alors ça me tue. À Alger, dans chaque quartier d'Alger, à Kouba, il y a peut-être 15 écoles de gestion privées. Chaque quartier d'Alger. Qui est-ce qui va faire l'économie algérienne? Les gestionnaires ou ceux qui doivent être gérés par les gestionnaires? Pour que des gestionnaires soient efficaces et gèrent et fassent quelque chose de bon pour l'Algérie, il faut qu'ils aient des plombiers à gérer, des mécaniciens, des techniciens agricoles, des soudeurs, des machinistes, des tourneurs, des fraiseurs. Ils sont où? Filière technologique de formation algérienne, comme il y avait du temps de Boumedienne ou avant, même à l'indépendance, on avait ce qu'on appelait les centres de formation professionnelle. Il y avait des centaines et des centaines de techniciens moyens et d'ouvriers qualifiés qui sortaient par an. Maintenant, il n'y en a plus. Alors moi, je suis en train de me dire que l'Algérie, ça va être une Algérie peuplée de diplômés en gestion, des MBA et des... ils vont se gérer entre eux. Alors on va produire de la gestion. C'est ça que l'Algérie va produire. Non, vraiment, ça dépasse complètement ma compréhension. Alors il y a encore plus loin. On vient d'introduire ce qu'on appelle le DBA, Doctorate in Business Administration. Alors avant, ça s'arrêtait au MBA. Master of Business Administration. Hein? Ce que j'appelle, moi, me before anyone. Vraiment, je suis MBA, je sais de quoi je parle. Hein? Je sais comment ils sont formés, j'en ai formé. C'est de l'arme de destruction massive. MBA et tout ça, s'il n'y a pas à côté culture générale, formation générale, soucis nationalistes du pays, vision politique, etc., etc., s'il n'y a que dans un MBA, dans un cursus de gestion, je suis prof de gestion je sais de quoi je parle, on n'enseigne que des techniques. Que des techniques. Comptabilité, c'est des techniques. Finance, c'est des techniques. Production, c'est des techniques. Stratégie, c'est des techniques. Tout est technique. Il n'y a aucune connaissance. Alors, quand vous avez des gens qui font le premier cycle, le deuxième cycle et le troisième cycle, uniquement des techniques, qu'est-ce qu'ils ont dans leur crâne? C'est ce que j'appelle des calculettes bipèdes. Prenez des calculettes,
Mettez-leur deux pattes, remontez-les, faites-les marcher, faites-les parler, et c'est l'équivalent, c'est la même chose. Ça ne pense rien, ça ne projette rien, ça ne comprend rien, ça ne synthétise rien. C'est fait pour calculer, coefficient, application, décision. Point. Ça, n'importe quel logiciel peut le faire. Alors, DBA, ça c'est la dernière catastrophe, dernière arme de destruction massive inventée par les États-Unis. Ça n'existe nulle part ailleurs. Comme le MBA d'ailleurs, a été inventé par les États-Unis. Doctorate in Business Administration. Alors ça c'est pourquoi? C'est pour usurper le titre de docteur. Parce que docteur, c'est PhD, Philosophy Doctor. PhD, ça c'est l'équivalent du doctorat d'État européen. Et pour faire ce doctorat, il faut faire 2 ou 3 ou 4 années de ce qu'on appelle mise à niveau dans votre domaine, faire la preuve que vous connaissez autant de votre domaine que n'importe qui au monde. Première étape. Deuxième étape, améliorer les connaissances de votre domaine. Troisième étape, méthodologie, épistémologie, etc., etc., etc. Troisième étape, recherche. Et dernière étape, prouver par une soutenance de thèse que vous apportez quelque chose de nouveau à la théorie, à la connaissance, qui remet en question les connaissances antérieures et les fait avancer. Alors le DBA, qu'est-ce que c'est? Ils ont inventé ça pour que du MBA, ceux qui le veulent puissent profiter du titre prestigieux de docteur en le faisant dans ce qu'on appelle une fast track, chemin rapide, en 2 ans. 2 ans, alors qu'un PhD c'est 7 ans, 5 à 7 ans. 2 ans, et c'est quoi? C'est un super cas, une monographie d'entreprise. Donc, un MBA gonflé à l'hélium. Et on appelle ça doctorate. Alors ça, c'est une usurpation. Et vous n'avez pas idée combien de gens, y compris de la diaspora, qui viennent en Algérie comme experts en gestion, etc., et qui se disent docteurs et qui sont des DBA. Alors pour moi, Doctorate Business Administration, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec le prestigieux titre de docteur, c'est un MBA gonflé à l'hélium. Point. Et c'est ça. Et on entend introduire ça avec des publicités énormes. Venez dans notre école, on forme des DBA, mais ne formez pas des DBA, surtout pas. Surtout pas, parce qu'ils vont se croire docteurs, alors qu'ils ne sont que des applicateurs de super cas d'MBA. Excusez-moi, mais il y a des choses qui me dépassent. On ne va pas trop vous retenir, M. Atouf. Ma dernière question, si on venait à vous demander un conseil aux dirigeants d'Alger, s'ils vous disent, bon, donnez-nous 2 orientations, 3, quelles seraient-elles? Alors, si on venait à vous les demander, je sais qu'on ne va jamais vous... oui, si, il faut mettre un grand signe. Hein. 3 orientations, je fais un bon prix. Hein. Je fais un package. Première, urgente, Deuxième République. Foutez le camp. Tous ces gens, Afouna, Barakat, ça suffit. Vous vous êtes rempli les poches. Vous avez rempli les poches de vos parents, de vos beaux-parents, de vos voisins, de vos oncles, de vos tantes, de vos cousins, de vos tribus, ça suffit. Habsou chouïa, hachmou chouïa. Un petit peu barakat. Bon, retirez-vous. Et convocation d'une assemblée constituante. Une assemblée constituante composée de toutes les sensibilités algériennes. Toutes. Depuis le fin fond du Sahara jusqu'au fin fond de l'ouest algérien, en passant par la petite, moyenne, grande Kabylie, machin, toutes les sensibilités, toutes, écologiques, syndicalistes, gauchistes, communistes, trotskistes, tout, néolibéral, tout. Et qu'on fasse une constitution qui reflète ce que le peuple algérien veut que l'Algérie soit. À partir de là, un nouveau régime. Deuxième condition, dans lequel nul, personne qui ait eu directement ou indirectement quoi que ce soit à voir avec la gangue antérieure. Complètement vierge, complètement neutre. Et incluant la diaspora.
Et troisièmement, en finir avec le néolibéralisme, faire comme Mohamed Mahathir, dire aux gens du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMC, etc., dehors, et on compte sur nos propres capacités et on reprend à zéro, formation, techniciens, ouvriers, etc., etc. Mais quel sacrifice on va demander encore au peuple algérien? Mais sans ces conditions-là, je ne vois pas de... C'est vraiment les 3-4 orientations importantes que je vois très urgentes. Ben, nous vous remercions, M. Aktouf. Donc, s'il vous plaît, un applaudissement à M. Aktouf. C'est un plaisir pour nous. Donc, il a éclairé un peu nos zones d'ombre. Il a éclairci aussi nos interrogations. On le remercie. On a toujours besoin de lui. Il nous apporte beaucoup de lumière. On a besoin de beaucoup de personnes comme lui. Malheureusement, encore une fois, nos dirigeants d'Alger, l'article 51, l'article 73 ne font que repousser un peu toute cette classe de gens qui pourraient apporter un plus. On a l'impression qu'on a besoin de gens qui détruisent, pas de gens qui construisent. 1000 fois merci, M. Aktouf. Restez avec nous. On va essayer de passer au second thème, donc avec notre ami Dr Ben Youssef, Brahim Ben Youssef, que tout le monde connaît.